La Grande Muraille n'avait pas été prévue pour faire face à cette invasion-là, déferlante. Des milliers de barbares, en combinaison multicolore, venus s'essayer aux joies de la glisse. Bienvenue à Huaibei, à côté de Pékin. C'est super excitant d'aller là-haut et de redescendre. Moi, j'arrête pas de tomber. Du coup, je redescends à pied. J'arrive pas à contrôler mon corps dans les descentes. Du coup, je me casse tout le temps la figure. Ça fait mal. Les Chinois découvrent le ski et ils adorent ça. Y compris dans les toutes petites stations comme Nanshan, la plus proche de la capitale. À peine à 1 heure de route. La famille Wen y vient régulièrement. Je vous paie en carte? J'ai besoin de voir vos papiers. Ma carte d'identité, ça va? Oui. Bon, je résume. Ça fait 3 paires de skis et un casier. Le remboursement de la caution, c'est avant 18 h, n'oubliez pas. Hein. Voilà votre monnaie. La mécanique est parfaitement rodée. Ski, chaussures, anorak, tout est compris dans le forfait. Tu vas réussir à tout porter? Tiens, c'est tes gants, on prend, c'est les tiens. Allez, toi tu prends tes skis, on y va. On se dépêche. Xiao Li est tout content. Il sait que le ski, c'est plutôt rigolo, jusqu'à un certain point. Comme ce sont ses parents qui font office de moniteur, ça n'est pas gagné. Oh là là, c'est pas de la neige, dis donc, c'est de la glace. Écarte tes skis. Encore plus. Tu vas tomber, fais attention. Aïe. Il faut que tu te mettes comme ça, les skis écartés. Prends moins d'élan, va plus doucement. Et écarte bien tes skis. Écarte tes skis et te serre pas tant de tes bâtons. Oh là là, c'est de la glace. Hein. Et voilà, il s'est encore payé le filet. Il y a de la glace partout et il va trop vite, quoi. Ah, c'est pas grave, mon bonhomme. C'est trop gelé ce matin, c'est normal. Xiao Li oublie vite ses chagrins et ses mains gelées par la neige artificielle de Nanshan. Oh, dis donc, moi j'ai mal aux jambes. Hein. Oh là là, moi c'est les genoux. Il sait que tous les débutants sont logés à la même enseigne, y compris ses parents. Mais ainsi va la Chine, on ne se lasse jamais d'apprendre, sur le tas, et en masse. La grande station de Huaibei a un petit air de station alpine en pleine vacances scolaires. Logique, c'est un Grenoblois installé depuis 10 ans en Chine qui a conçu cette station. Il s'appelle Paul Bojarski. Il est chasseur de montagne. Il travaille depuis 10 ans pour de gros investisseurs chinois comme Monsieur Wang qui veulent créer des stations de sport d'hiver. La piste là-bas, si on la développe, ta station va devenir la plus grande station de Pékin. Cela fait 35 ans que Paul construit des stations de ski à travers le monde. En Argentine, en Corée et maintenant en Chine. Monsieur Wang sait qu'il est en affaire avec un spécialiste mondialement reconnu. Aujourd'hui, les pistes de ski à Pékin sont trop petites pour pouvoir fournir. Donc il y a de l'expansion possible et rentable à faire. Beaucoup. So you can easily... Tu pourrais facilement doubler ou tripler le nombre de skieurs sur la même piste. La Chine compte aujourd'hui 300 000 skieurs. Dans 20 ans, ils seront 20 millions. Le marché est colossal. Il y a donc urgence à trouver de nouveaux sites. Paul n'est pas inquiet pour ses affaires. Et il n'est pas le seul Français à avoir flairé le filon. À 2000 km de là, Yabouli, pas très loin de la frontière russe, dans le nord-est de la Chine. C'est ici, malgré les moins 25 degrés l'hiver, qu'une grosse entreprise de loisirs française vient d'ouvrir son premier village de vacances en Chine. Ce matin, le responsable du complexe accueille une quinzaine de nouveaux clients.
Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? I'm Christian, the chef de village here, and on behalf of the Géo team, welcome to Club Yabouli. Ici, la clientèle est exclusivement chinoise et vient principalement des grandes villes de Shanghai et de Hong Kong. Dans un premier temps, l'accueil gentiment franchouillard et l'ambiance les bronzés les laissent un peu dubitatifs. L'accueil, c'est la première impression. Donc on essaye de faire un accueil sympa et chaleureux, un peu différent de l'hôtellerie traditionnelle. Il y a toujours un petit verre, un petit discours, une petite attention. Et après, on accompagne chaque personne dans leur chambre en leur expliquant un peu le fonctionnement du village. Étape numéro 1, distribution des bracelets magiques qui donnent accès à toutes les activités. Oui, ça nous plaît. Ah, c'est marrant, c'est plutôt marrant. Étape numéro 2, la plus importante pour une bande de copains venus de l'autre bout de la Chine, la découverte des installations sportives. Ils sont industriels, cadres supérieurs, manifestement très à l'aise et fous de ski. Oui, on est venu avec nos propres skis. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on se déplace. Je suis déjà allé en France, à La Plagne, à Val d'Isère, à Tignes, à Chamonix et dans les Trois-Vallées. C'est leur premier séjour dans cette station chinoise. Ils ont engagé une monitrice pour la journée. Et on va aller skier sur la petite piste là-bas? Ouais, on va monter là. Ah ok, super. Tout est flambant neuf. Il fait très froid, la Sibérie n'est pas bien loin, mais les paysages sont nettement plus alpins qu'à côté de Pékin. Et ici, c'est de la vraie neige. Et toutes les villas en bas, elles ont déjà été vendues? Oui, c'est des villas de vacances. 1 million de dollars pièce. 1 million, mais pour quelle surface? Ah, c'est super grand. En fait, il y a des villas avec 3 maisons. D'accord, mais celle-là, 3 millions? Mais c'est quand même pas donné. 3 millions de dollars? C'est pas donné. Ce n'est pas encore dans leurs moyens. Ils préfèrent donc la formule tout compris. Forfait pour les 30 km de piste en service, chambre, équipement d'hiver et surtout restaurant. Tout est à volonté. Ce qui tombe bien. La petite bande de célibataires commence à mourir de faim. Pendant ce temps-là, en cuisine et en salle, on règle les derniers détails pour les recevoir. À 160 € la journée, le service doit être impeccable et les plats satisfaire tous les palais. Les Asiatiques vont goûter nos viennoiseries, vont goûter le pain, la confiture, le beurre, du fromage, mais vont vite revenir sur leur nourriture de base. Ah ça c'est très bon, ce sont des pommes de terre avec des légumes cuisinés. Tiens, regarde, il y a même du pain là. Et ce qui séduit le plus la clientèle, ce sont les buffets à volonté. Ça, c'est mon poisson préféré. Je vais en prendre beaucoup. J'ai 2 filets. Tiens, hop, un 3e. Waouh, je crois que là, j'ai vu un peu gros. Je sais pas si je vais tout manger. J'ai un peu trop chargé, là, quand même. Ouais, c'est vrai que t'as un sacré appétit, dis donc. J'ai un appétit d'homme. Je mange comme vous. Ouais, mais nous, après, on va aller se resservir. L'hôtel vient tout juste d'ouvrir ses portes. Ces nouveaux clients semblent heureux de ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Changement de décor. À 3000 km de là, sur les contreforts de l'Himalaya, en plein cœur du Sichuan tibétain. Cette région est considérée comme la Mecque de la cascade de glace en Asie. Les grimpeurs du monde entier s'y réunissent chaque année. C'est l'endroit qu'Olivier Balma a choisi pour former ses élèves. Ce Français était guide de haute montagne à Briançon avant de se retrouver en Chine
à la demande de l'association gouvernementale de l'alpinisme chinois pour y former des guides. Son refuge tibétain n'a rien d'un 5 étoiles. Mais ici, il est avec des professionnels de la montagne comme lui. À une différence près, aucun d'entre eux n'a de diplôme, la formation de guide n'existe pas en Chine. Alors avant chaque ascension difficile, Olivier est toujours un peu inquiet. Comme on va les faire grimper en tête, et qu'il y en a certains qui sont, sont pas super, n'ont pas encore l'expérience nécessaire de ce genre d'ascension, c'est toujours un peu tendu, quoi. Cette semaine, Olivier doit former 2 futurs guides chinois, Kanghua et Gougou. Il n'en choisira qu'un seul pour prendre sa relève quand il rentrera en France. La compétition est lancée. Il va y avoir 2 équipes. Il y a 2 guides. Comme ça, vous allez pouvoir surveiller attentivement les stagiaires. On a 3 personnes par cordée? Non, 2. Et le guide reste derrière pour vérifier. La cascade qu'ils doivent escalader se trouve à une demi-heure de voiture de là. Mais en Chine, il n'est pas toujours facile de se faire comprendre. Mes élèves et mes 2 assistants sont partis devant, mais je leur fais pas confiance à 100% et j'ai peur qu'ils se tombent de cascade. J'aimerais bien qu'on arrête de perdre du temps et qu'on se consacre à ce qu'on est venu faire ici, c'est-à-dire grimper. Là, ouais, ça me stresse un peu. Ouais. Je crois que c'est par là. Ouais. Parce que hier, j'avais repéré, mais avec le soleil, là, on voit pas trop. Ah, stop. No, here. No, this one. Mais non, ils sont là-bas, regarde, il y a leur voiture. Ok, go. Ah, ce bordel, je te jure, hein. Putain. Ok. Allez. Olivier a raison de s'inquiéter. Ses apprentis guides ont commencé l'escalade sans l'attendre. Et Olivier craint qu'il n'ait pas encore vraiment le niveau pour affronter seul cette cascade de glace. Chengdu, capitale du Sichuan. L'avion de Pékin vient de se poser. Ces hommes attendent Paul Bojarski. Le chasseur de montagne a délaissé les pistes pékinoises. Il doit construire dans cette province la plus grande station de ski d'Asie. Il est venu souvent ici, mais le tremblement de terre de mai 2008 a arrêté son projet. Il faut tout reprendre, presque à zéro. Ça risque d'être un peu dur parce qu'il va quand même faire mauvais temps, au moins en basse altitude. Mais si on a de la chance, on devrait être au-dessus d'une mer de nuages. Le propriétaire de la future station de ski s'appelle Monsieur Huang. Il a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Il accompagne Paul en expédition, une semaine de bivouac, parfois à 4000 mètres et par moins 25 degrés. Mais Monsieur Huang a tout prévu. L'équipement est digne d'une expédition polaire. L'investisseur chinois est attentionné. Il veut offrir à Paul les moyens de travailler dans les meilleures conditions, car il attend beaucoup de lui. Moi, je veux qu'il me fasse l'équivalent de Val Thorens ou bien Val d'Isère. Val d'Isère et Val Thorens ne se sont pas faites en un jour. Alors, pas question de perdre une minute. L'expédition prend la route, direction les monts des 9 tripodes. À Yabouli, il est 18h. La journée de ski est terminée. Et ici, après les pistes, on ne va ni au spa ni à la piscine pour se détendre. Il chante pas encore. Mais alors là... Mais dans un endroit bien plus inattendu. Je vais vous montrer la petite touch chinoise spéciale Yabouli. Voilà, le karaoké. Un vrai tabac le soir. Des salles de karaoké au cœur d'un hôtel français, cela peut surprendre, mais impossible d'y couper
c'est le loisir chinois par excellence. Et pour parfaire l'opération séduction, Christian offre en prime à ses clients un cours particulier de français. Vous pouvez m'apprendre à dire I love you en français? Alors, I love you, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Except stay, we can. Ici, on peut profiter de plein de choses. Des activités sportives, des divertissements. Donc c'est très différent d'un hôtel 5 étoiles classique. 5-star hotel. Si vous venez un jour à Shanghai, on pourra boire un verre ensemble, hein. Des clients heureux, voilà de quoi requinquer le chef de village. Mais ce soir, il lui en reste encore 500 à conquérir. Retour dans le Sichuan, au royaume des cascades de glace. Olivier Balma, le guide de haute montagne, a fini par retrouver son groupe qui a déjà commencé à grimper. La paroi est dangereuse et tout ce temps perdu a rendu Olivier très nerveux. Gougou, tu nettoies la glace sur la voie. Des blocs de glace peuvent se détacher à tout moment. Les élèves en sont déjà à leur 4e jour de stage, mais leurs réflexes concernant la sécurité n'ont pas progressé. Chen, quand la glace tombe, si tu fais comme ça, la glace te tombe sur le cou. C'est fini pour toi. Il faut que tu remontes tes épaules pour protéger ton cou. Ton cou, c'est ta colonne vertébrale. Et si tu la brises, tu es mort. Si tu te protèges avec ton épaule, tu restes en vie. On leur répéter 20 fois la même chose. Mais bon, quand il sera sur son lit d'hôpital avec paraplégique, ce sera un peu trop tard, quoi. Toujours reprendre les fondamentaux. Étape numéro 1, sécuriser la voie. Les 2 assistants d'Olivier sont en compétition pour prendre sa relève. C'est Gougou qui est testé sur cet exercice. More left, yes, yes. C'est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, quoi. Donc on ne sait jamais. On ne sait pas comment va réagir la glace, si c'est un peu humide ou si ça prend un peu le soleil. Ou si ça tombe quand on grimpe et qu'on s'y attend pas, autant nettoyer avant, quoi. I should be okay. Oui, c'est bon, ça va aller. It seems to be okay. Oui, c'est bon, ça devrait aller. Yeah. C'est pas facile, hein, parce que là, c'est vraiment des accès. Hein. Il est obligé de traverser dans le surplomb pour aller casser les stalactites. C'est pas facile. Ouais, il s'est bien pris, ouais. Il s'est sécurisé lui-même. Ce qu'il a fait, c'était safe. C'était bien. Hein. Good job, Gougou. Des 2 apprentis guides, Gougou est pour l'instant favori. Mais rien n'est encore joué. Dans le Sichuan, Paul et son convoi viennent de pénétrer dans la zone frappée par le tremblement de terre de 2008. C'était l'épicentre ici. Un lieu d'émotion et de mémoire pour toute la Chine. Ici, il y a eu 90 000 morts, dont beaucoup d'enfants ensevelis sous leurs écoles. Monsieur Huang tient absolument à s'arrêter au mémorial. Tristesse partagée, Paul est sans nouvelles de certains de ses amis de la région. Dans la campagne, les dégâts sont également considérables. Plus de routes, plus d'infrastructures. La reconstruction avance très lentement. La station doit ouvrir dans 1 an à peine, mais les clients risquent d'avoir du mal à s'y rendre. Les virages sont trop serrés et si les voitures vont doucement, on n'a pas assez de débit de voitures à l'heure pour alimenter une station de grande dimension. Okay. Mais il y a aussi dans ce Sichuan ravagé quelques moments émouvants. Oui, je pensais qu'ils étaient morts. Lors de son dernier passage ici, ces paysans avaient été ses guides. Son ancienne maison a été détruite. Et Ça vous émeut Ah, je me souviens de toi. T'es venu 2 ou 3 fois ici, non? Je suis contente de te voir.
Paul aimerait pouvoir passer plus de temps avec eux, mais il doit reprendre la route. Plus haut, beaucoup de travail l'attend. « 2500 mètres d'altitude. Impossible de poursuivre en voiture. Il n'y a plus de route. Il faut continuer à cheval. Monsieur Huang a engagé quelques paysans pour amener tout ce petit monde à bon port. Pour ces montagnards, ces étrangers suréquipés, c'est peut-être le début de la fortune. Cette station va beaucoup influencer leur vie, ça c'est certain. Les routes vont être construites, les maisons aussi. Et puis tous ces paysans pourront travailler dans la station. Leurs enfants, les générations futures pourront être moniteurs de ski. On aura besoin d'eux. Il y aura du travail pour tout le monde. Le chargement des chevaux prend du temps. Il est déjà 16 heures quand la caravane s'engage sur le sentier. Il va bientôt faire nuit, mais Paul n'est pas inquiet, il est habitué à ces conditions extrêmes. Très vite, M. Huang distance le groupe de Paul. Les deux équipes se séparent. Plus inquiétant, les paysans ne reconnaissent plus le chemin. Il faut pourtant décider, et vite. Le dilemme, c'est que si on suit la route, on va arriver à peu près une demi-heure ou une heure après qu'il fasse nuit noire. Et si on prend l'ancien chemin, on arrivera autour de 10 minutes après qu'il fasse nuit noire. Bon, we go this way. Ok, on prend par là. On prend le raccourci. C'est une erreur, mais il ne le sait pas encore. Ils sont en place, on va envoyer. C'est parti. Le village de Yabouli n'existerait pas sans son traditionnel spectacle. Mais en Chine, pas de pochade, de rock, de revue légère ou de satire politique. Alors, un peu d'ambiance à la française, mais surtout beaucoup d'arts locaux, de cirque et d'acrobatie. C'est un peu le savant équilibre qu'il faut avoir, en fait. Arriver à manager un paradoxe, arriver à s'adapter à la culture chinoise, à la clientèle chinoise, à l'environnement chinois, mais aussi garder notre ADN, ce qui fait notre force. La mayonnaise, manifestement, ne prend pas trop mal. Le spectacle plaît. Le public se laisse faire sans réticence. Dans un pays où la pudeur est de rigueur et où les occasions de se défouler en groupe sont rares, cette invitation à danser tous ensemble a beaucoup de succès. C'est bien parce que c'est un gros jour d'arrivée et donc malgré la fatigue du voyage, déjà ils sont pleins d'énergie, ça promet pour la suite. Pour Paul et son groupe, les choses commencent sérieusement à se gâter. Les guides ne retrouvent plus leur chemin. Et il est trop tard pour faire demi-tour. Ils nous disent qu'ils ne savent pas. On continue, mais ils nous ont donné les mauvaises indications. Ils ne savent pas que leur montagne a changé. La nuit tombe très vite en montagne. Les chemins au bord des précipices sont de plus en plus étroits. Et les paysans, maintenant, refusent d'avancer. Les paysans, ils ont peur la nuit en montagne, en hiver. Et puis, ils ont encore plus peur parce qu'il y a un petit passage escarpé, là. Ils ont peur que leurs chevaux tombent. Et pour eux, leurs chevaux, c'est beaucoup d'argent. Il fait moins 20 degrés. La colonne est perdue. Les hommes ne veulent plus bouger. Les chevaux sont nerveux. Le bivouac semble inaccessible. Personne n'entend leurs appels à l'aide. Paul et son groupe sont perdus. Il fait nuit noire, personne ne les entend et la météo n'arrange rien. Allez, en avant. Paul a raison d'encourager son équipe. Ces petites lumières, c'est la fin de l'angoisse.
On est venu vous chercher. Vous avez appelé. Il commence à vraiment neiger, là. Faut rentrer. Allez, il faut y aller. Soulagement des deux côtés. Vous avez crié, hein? Quand on est parti ce matin, j'étais pas sûr qu'on y arrive tous, mais il n'y a personne qui a fait demi-tour. Je savais qu'il ne pourrait pas lui arriver de gros ennuis, mais surtout j'avais peur qu'il rentre très tard. Les paysans, ils sont tous là. Ils ont bien travaillé aujourd'hui. Ça a été dur pour nous, mais c'était dur pour eux parce qu'ils n'ont pas le même équipement que nous. On s'est fatigués, on est épuisés, on a juste à se reposer autour du feu. La nuit sous la tente sera courte et froide, et demain, la journée sera rude. Du côté des cascades de glace, Olivier a décidé de tester son second aspirant guide, Kangroi, en lui confiant 2 élèves. La responsabilité de la cordée repose entièrement sur les épaules de Kangroi, qui donne ses dernières consignes. Il faut que vous soyez tous les deux à la même hauteur. Surtout, il ne faut pas que l'un soit au-dessus de l'autre. Attention si de la glace tombe. Et puis vous ne prenez qu'un sac pour 2. Juste un sac. Première erreur. Ils oublient le sac contenant les vivres et l'eau. Gao Shen est le meilleur des 2 élèves du groupe. C'est donc lui qui ouvre la voie. Shen est chargé d'installer l'atelier d'escalade pour que Jack, qui l'assure, le rejoigne à son tour en compagnie de Kangroi. Mais Kangroi commet une seconde erreur. Il décide d'entraîner Jack sur une autre voie, beaucoup plus périlleuse que celle prévue initialement. Et Jack n'a pas le niveau. 2 heures plus tard, tétanisé par le froid, à bout de force, sans eau ni nourriture, Jack rebrousse chemin. Le soir au dîner, l'ambiance est plutôt glaciale. Olivier est très contrarié, mais il n'est pas question que Kangroi perde la face devant tout le monde. Le problème, c'est si lui, il a mis en danger la cordée, c'est quand même une vraie erreur professionnelle, quoi. Parce que pour un prof ou pour un guide, on doit quand même au maximum se protéger soi-même et protéger les gens qui font partie de la cordée. Ouais. Olivier a pris sa décision. Quand il repartira en France, c'est très probablement Gougou qui lui succédera pour former de futurs guides, pas Kangroi. Olivier est un peu déçu. Sa session de formation dans le Sichuan ne suffira pas à former les hommes dont la montagne chinoise va avoir besoin. Il y en a quelques-uns qui sont bons, mais pour les élèves qu'on a sur cette session, on est très, très loin d'un niveau de guide professionnel. Retour au bivouac. Le petit déjeuner à base de porc, de piment et de pissenlit séché est bientôt prêt. Le réveil est difficile, la nuit a été courte et glacée. Mon café a gelé. -20. Que ça gèle comme ça. Monsieur Huang est déjà sur le pied de guerre et il aimerait bien que Paul s'active un peu. Yeah. Il faut dire que l'enjeu de la journée est énorme. Une station comme celle que nous allons faire ici, pour le moment, personne ne l'a jamais envisagée. On a déjà bien avancé sur le projet. On sait qu'on veut faire une station de ski de très grande envergure. On veut proposer ici aux skieurs un minimum de 100 km de piste. Pour installer le village, Paul hésite entre 2 emplacements. L'un à 3000 mètres d'altitude, l'autre à 3300. Ce qu'il faut décider ces jours-ci, c'est où mettre le village. Ici ou ici. Avantage de celui-là, c'est grand et on peut mettre un golf.
À 3000 mètres, le village ne pourrait offrir que 6000 lits. À 3300, 4 fois plus de clients. Mais le problème, c'est qu'au-delà de 3000 mètres, les skieurs risquent de souffrir du mal des montagnes, migraines, vertiges, difficultés respiratoires. Alors, rendement financier ou santé des clients, le choix n'est pas simple, sauf pour M. Wang. Moi, je veux que ce soit à 3300 mètres. L'investisseur est roi, le village sera donc construit à 3300. Paul veut tout de même vérifier une dernière chose, le temps qu'il fera à cet endroit précis. Il va donc laisser sur la montagne de petites stations météo qui enregistreront une photo par heure. Ok, là c'est en mode photo. Le but, c'est de savoir combien de journées de brouillard on a ici dans cet emplacement possible de village. S'il y a trop de jours de brouillard, on n'aura que les skieurs locaux. Si par contre on n'a pas de brouillard, on aura tous les Chinois, les Pékinois, les skieurs de Shanghai qui vont venir. Il ne faut pas se couper parce que on ne peut pas appeler l'hélicoptère ici. Ils devront attendre la fin de l'hiver pour récolter les données. Mais brouillard ou pas, Paul sait déjà que le plus grand domaine skiable d'Asie se fera ici. On a un domaine skiable là devant nous qui est assez exceptionnel. Et ce domaine skiable, il arrive ici. On sera dans les 10 plus grandes stations au monde ici. Mais il va falloir 30 ans pour se développer. Il n'y a pas le marché encore, il faut le construire. On est l'équivalent, on est à Courchevel, mais 50 ans en arrière. Fin du voyage. Retour à Huaibei, au pied de la Grande Muraille. Voilà ce dont rêve Paul, le chasseur de montagne, Olivier, le guide, ou les entrepreneurs de loisirs français. Des millions de skieurs chinois qui finiront bien par savoir skier et plus vite qu'on ne le croit. Dès 2020, ils rapporteront 6 milliards d'euros par an. Pour les Français des montagnes chinoises, la ruée vers l'or blanc ne fait que commencer. 谁谁家就